Hello hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes lectures du mois de décembre et je suis assez contente et assez satisfaite de cette fin d'année 2024 puisque j'ai fait vraiment de très bonnes lectures. Il s'avère que sur les 10 livres que j'ai à vous présenter, on n'a que des 4 étoiles, 5 étoiles et 2 coups de cœur, donc c'est parti! Du coup, comme j'ai eu d'excellentes lectures et de très bonnes lectures pendant ce mois, j'ai quand même fait un classement de celles que j'ai le moins aimées à celles que j'ai préférées, mais vous l'aurez compris, celle que j'ai le moins aimée a eu quand même 4 étoiles, donc c'était quand même de très très bonnes lectures. Je suis assez contente de vous les présenter, même si, pour ne rien vous cacher, ce mois de décembre a été un peu frustrant pour moi. J'ai vraiment eu l'impression de ne pas avoir fait autant de lectures que j'aurais voulu. J'ai pas autant lu que ce que le temps m'a donné. J'ai commencé plein de livres, j'en ai DNF certains, j'ai vraiment eu du mal en fait à me plonger correctement dans mon hobby du coup de lecture. Donc je suis contente de vous présenter ces lectures-là, mais sachez néanmoins que voilà, c'est pour ça qu'il y a que, entre guillemets, 10 livres ce mois-ci, parce que vraiment, j'ai papillonné, et je pense qu'encore une fois, je peux mettre ça sur le dos des excellentes lectures que j'ai faites en novembre, et qui a fait qu'au mois de décembre, j'étais un petit peu perdue. Certaines des lectures du coup que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai aussi vloguées du coup dans les 2 vlogmas que j'ai fait, où là j'ai pris un petit peu plus le temps de vous parler de mes ressentis au jour le jour et au fur et à mesure de mes lectures. Donc si jamais ça vous intéresse, écoutez, je vous invite à aller consulter ces 2 vlogs qui sont assez longs. Ce sont des vlogs autour du coup de la période des fêtes. Trêve de blabla, on commence tout de suite avec un livre que j'ai commencé assez sceptique puisqu'il s'agit de Un hiver pour te résister de Morgane Moncombe. Il s'agit du coup du tome 2 dans sa saga Seasons, donc j'avais lu l'automne en automne et j'avais pas forcément été ultra convaincue par la romance. J'avais bien aimé le côté enquête, mais j'attendais vraiment beaucoup plus finalement de la relation entre les 2 personnages principaux et j'avais pas été vraiment satisfaite. Du coup, quand j'ai commencé Un hiver pour te résister, j'en attendais beaucoup côté romance et je savais pas trop comment j'allais appréhender ce livre-là. Et au final, ça a été une très bonne lecture et franchement, je lui ai mis 4,5. Je lui ai pas mis 5 parce qu'encore une fois, il m'a manqué un tout petit truc pour que ça transforme en un 5 étoiles de romance. Mais j'ai vraiment passé un super moment de lecture. Donc dans cette histoire, on va suivre Orion et Elisabeth. Donc Orion, c'est vraiment la star du patinage artistique. Il a déjà gagné, je crois, la médaille d'or aux Jeux Olympiques, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une star internationale. Mais il croit en fait qu'il est maudit parce qu'à chaque fois qu'il a une partenaire, il arrive un tragique accident à sa partenaire, que ce soit sur la glace ou en dehors de la glace. Donc lui, il se dit, bon bah en fait, il faut que j'arrête de patiner parce qu'à chaque fois que je suis avec quelqu'un, il lui arrive un truc horrible. Sachant que ses partenaires, pour le coup, lui en veulent pas du tout parce qu'elle pense pas du tout que ça soit le cas. Et donc, de l'autre côté, on rencontre Elisabeth qui, elle, veut absolument, en fait, qui est fan d'Orion finalement et qui se dit un jour je serai aussi bonne que lui, un jour je ferai les Jeux Olympiques et je vais gagner la médaille d'or, etc., etc. Et du coup, se met en tête de vraiment dédier toute sa vie au patinage. Et si vous voulez, ce qu'il arrive à Elisabeth, c'est que très peu de temps avant que son entraînement pur et dur pour les Jeux Olympiques commence, elle va perdre son partenaire puisque celui-ci va avoir une maladie et donc ne pourra plus du coup concourir. Je suis désolée si je perds un peu ma voix, je fais de mon mieux. Et en fait, si vous voulez, ces 2 personnages-là vont donc être amenés à travailler ensemble puisque Orion n'a plus de partenaire et son agent lui dit en fait je t'explique, soit tu prends une partenaire et tu te bouges et tu te remets dans la course ou alors je t'abandonne. Donc lui est un peu en PLS en mode bon là, va falloir que je fasse un effort. Et de l'autre côté, Elisabeth est genre oh là là, trop bien, je vais être avec mon crush de toujours, vraiment mon idole et comme ça je vais pouvoir aller faire les Jeux Olympiques. Bon, autant vous dire qu'au départ, ça se passe vraiment pas très très bien, parce que lui, Orion, en fait, il a accepté le partenariat juste dans l'idée de satisfaire son agent, mais il a aucune envie, en fait, finalement, que ça se passe bien avec Elisabeth, et il veut juste que ça se termine au plus vite. Donc au début, je peux vous dire que c'est vraiment un genre de enemies, et que ça devient ensuite Lovers. Mais franchement, j'étais très surprise, c'était une bonne romance, j'ai trouvé ça très chouette. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de petits plot twists aussi auxquels on s'attendait pas, sur leur histoire de fond justement de leur concours là pour les Jeux Olympiques. Et c'était vraiment très chouette. J'ai trouvé qu'il y avait plein de thèmes aussi abordés qui étaient intéressants. Enfin vraiment, c'est une romance qui est assez fraîche. Je sais que c'est drôle comme ça parce que ça se passe sur la glace, mais vraiment qui est assez fraîche et qui est assez douce et qui est assez sympa, et limite ça aurait été un no smut, je pense que ça aurait été encore mieux, parce que elles étaient pas dérangeantes les scènes de Spice, mais elles étaient pas non plus forcément ultra nécessaires.
Donc vraiment j'ai été agréablement surprise parce que croyez-moi pendant les 30 premiers pourcents je me disais mais il se passe rien, je m'ennuie, et après il y a un énorme plot twist et je trouve que vraiment l'histoire change, devient hyper intéressante, hyper stimulante, on a vraiment envie de savoir comment ils vont s'en sortir l'un et l'autre, et du coup bah voilà, moi ça m'a fait que j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Il est en audio sur Nextory. Je peux plus vous faire de retour sur la qualité de l'audio parce que je m'en souviens pas. Il me semble que je m'étais dit que la voix du gars était pas dingue. Il me semble que je m'étais dit ça. Néanmoins, voilà, sachez quand même qu'il est en audio. Moi, c'est comme ça que je me le suis pris. Et franchement, je regrette pas du tout mon écoute parce que c'était un très bon moment. Et donc, je vous conseille. Et du coup, je suis hyper curieuse de voir ce qui va se passer au printemps avec du coup le tome de Morgane sur le printemps, puisqu'on va suivre une jeune femme à qui il est arrivé un truc assez incroyable dont on parle dans le tome 1, et je ne peux pas vous le dire parce que sinon ça va vous spoiler. Mais apparemment, elle est fleuriste et elle habite à Amsterdam si je me trompe pas, donc écoutez, à suivre. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer, qui est sorti aux éditions Hachette Roman, que j'ai beaucoup aimé. Alors je lui ai mis 4 sur 5 pour divers éléments. Donc je vous raconte déjà l'histoire et après je vous parle un petit peu de mon ressenti. Donc du coup on est dans un monde, dans une ville qui s'appelle, un royaume pardon, qui s'appelle Graen, et on va suivre du coup cette jeune femme qui est donc Sophie de la Pointe, qui est une chronolangue, c'est-à-dire qu'elle parle avec ce qu'ils appellent les oranima, qui sont donc en fait des horloges, des montres, enfin tout ce qui est autour voilà, de l'horlogerie, mais qui parlent en fait. Et donc on est dans un monde finalement qui est assez ancien, je pense qu'on pourrait tabler ça autour de 1900 je dirais, mais voilà, avec ces choses un peu mécaniques qui prennent vie, qui parlent, mais qu'à une certaine partie de la population, elle parle pas à tout le monde. Donc franchement en ça j'ai trouvé que l'univers était hyper intéressant. Moi j'ai trouvé qu'il y avait une énorme vibe La Passe Miroir, donc si vous avez aimé ce côté un brin steampunk, un peu magique, etc. et tout, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Et donc j'étais contente de retrouver ça, cette fibre là. Après je vais être honnête avec vous, je trouve que c'est pas du tout aussi puissant et solide en termes de world building que La Passe Miroir, parce que La Passe Miroir c'est comme une saga en 4 tomes qui sont assez gros, et donc franchement l'autrice elle a pris un temps à mon avis de dingue pour tout développer. Là on n'est pas autant dans le world building, on a vraiment un côté un petit peu quête, un petit peu romance, mais voilà, c'est un bon young adult. Moi j'ai vraiment passé un très bon moment. Alors c'est un tout petit peu les défauts du young adult parce que la romance va un petit peu trop vite, que forcément il y a des plot twists qu'on voit arriver mais à 20 bornes. Mais j'ai été quand même emportée, j'ai trouvé que ça se lisait tout seul, j'ai trouvé que vraiment c'était un beau young adulte que je suis super contente d'avoir dans ma bibliothèque parce que c'est clairement le genre de livre que je mettrai dans les mains de mes filles quand elles seront en âge de pouvoir lire, parce que vraiment je trouve que c'est bien écrit, que c'est intelligent, qu'on passe un très bon moment de lecture et que bah voilà, c'est assez rafraîchissant dans des univers qui sont parfois très sombres, très smutty, très oh là là on en prend plein la tête. Bah, ça fait du bien aussi d'avoir des livres qui sont comme ça, qui restent d'une grande qualité, mais voilà, qui sont un peu légers et qui vont nous permettre bah, voilà, de lire un petit peu des choses différentes. Donc je vous conseille vraiment L'Engrange-Temps, j'ai vraiment passé un super moment. Après je suis assez curieuse parce qu'il y a un numéro 2, alors que je trouve quand même que la fin du 1 pourrait presque être un stand-alone. Mais voilà, j'ai quand même hâte de découvrir la suite du coup des aventures de notre petite Sophie. Et je vous dirai très prochainement je pense que j'en ai pensé, parce que voilà, j'ai vraiment envie de voir si ce tome 2 est vraiment une fin de duologie et du coup conclut cette histoire-là, ou est-ce que finalement on va suivre Sophie dans d'autres aventures. Je vous en dirai plus du coup quand j'aurai lu la suite. Ensuite je vous montre ma dernière lecture 4 étoiles entre guillemets, qui est donc Spark of the Everflame de Penn Cole, qui est donc sorti aux éditions Calix, hein. Je pense qu'on peut, on peut facilement le voir. Moi j'en ai déjà parlé de ces éditions, c'est-à-dire que je suis pas ultra fan, je veux dire je les aime bien, mais je les aime pas tous également. C'est-à-dire qu'il y en a que j'aime vraiment beaucoup, il y en a que je suis un peu perplexe. À la fois je trouve qu'il y a un énorme travail si vous voulez sur ces éditions là, et on sent qu'il y a un parti pris qui est hyper strong sur le dessin, enfin sur le style, et ça je trouve ça hyper intéressant parce qu'au moins les livres Calix on les reconnaît tout de suite, et ça c'est un peu comme les bookmarks, je trouve qu'ils ont vraiment une empreinte esthétique qui est hyper intéressante et qui est hyper
Pardon, je me replace parce que j'étais un petit peu comme ça sur vous là. Mais voilà, moi je trouve que ça passe ou ça casse. Il y a des éditions que j'ai trouvées très jolies et puis celle-là, je suis pas extrêmement fan. Mais le livre me faisait extrêmement envie parce que je l'avais beaucoup vu passer sur les chaînes américaines et que la série là-bas, si je dis pas de bêtises, il y a au moins 3 ou 4 tomes qui sont déjà sortis et tout le monde dit que c'est génial, donc je voulais savoir un petit peu de quoi ça parlait. Donc dans Spark of the Eve Flame, on va suivre Diem Bellator, qui est une jeune femme finalement qui est une guérisseuse et qui vit dans un monde un peu particulier. Donc ça serait peut-être le tout premier reproche que je ferais à ce livre, c'est que je trouve que l'univers est pas extrêmement bien explicité. Donc du coup, j'ai pas trouvé ça ultra clair. Donc a priori, on est dans un royaume qui est un petit peu découpé en sous-royaumes, on va dire. Et chacun des sous-royaumes est mené par un groupe de fae qui sont des espèces de descendants. Enfin, moi j'appelle ça des fae, mais ils s'appellent pas comme ça, ils s'appellent des... Je crois que ça s'appelle des descendants. Ouais, c'est ça, des descendants. Donc c'est une espèce de descendants de dieux, enfin c'est pas très clair. Et qui ont donc des pouvoirs, mais bon, qui sont genre des failles, on va dire. Et donc chaque faille a finalement des pouvoirs un peu différents, et en fonction de là où on tombe, on vit finalement sous le joug soit de tyrans, soit de gens qui acceptent complètement de vivre avec les humains, soit on est un peu obligé de vivre finalement en tant que clandestin et tout. Enfin c'est assez particulier. On sent qu'il se passe plein de choses en tout cas dans ces royaumes-là, mais dans le premier tome, on en parle assez peu finalement. Et donc Diem va finalement se retrouver beaucoup plus mêlée au monde des descendants qu'elle ne l'aurait voulu, puisque sa mère du jour au lendemain disparaît. Et elle disparaît juste après avoir parlé avec un descendant. Sauf que elle se dit, mais d'où ma mère, elle parle avec des descendants alors que normalement on n'est pas censé les approcher, que eux c'est genre la noblesse, que nous on est le petit peuple, etc. Et donc elle est hyper intriguée par ça. Et finalement, ce sentiment un peu d'abandon, de trahison, etc. va la mener à mener un peu l'enquête et aussi à se poser beaucoup de questions sur ses origines personnelles et sur ce qui lui arrive parce que Diem ressent beaucoup de choses un peu étranges, voit des choses, sent qu'elle a des trucs à l'intérieur qui l'animent, etc. et elle n'arrive pas à mettre la main dessus. Donc c'est assez intéressant. Je vous dirais que c'est un livre, donc forcément elle va rencontrer un descendant, forcément il va être beau, etc. et tout, donc il y a quand même une romance, il y a une espèce de... Mais s'il n'y a pas qu'une romance, en fait, il se passe plein de trucs dans ce livre, et à la fois, je vous dirais qu'il se passe rien. Donc c'est ça que j'ai été un petit peu déstabilisée par ce bouquin, parce que à la fois je l'ai lu très vite, parce que j'ai trouvé ça trop cool, c'est-à-dire que ça se lit tout seul, c'est bourré de moments où on va se poser des questions, mais il y a assez peu d'action. En vrai, je pense qu'il faut, sans déconner, 80% du bouquin pour qu'il se passe quelque chose et qu'on se dise « Ah d'accord, c'est là où t'as envie de nous emmener en fait ». Parce que pendant tous les premiers 80%, j'étais genre « Ok, mais and so what en fait ?» Enfin, juste l'autrice là, qu'est-ce que t'essayes de me raconter? Enfin, qu'est-ce que t'essayes de me dire? Je comprends pas quoi. Et donc c'est quand même un tome ultra introductif, donc on sent forcément que c'est un premier tome d'une saga qui va potentiellement être longue, donc 4-5, comme je disais, c'est 4-5 romans. Donc ça explique très certainement pourquoi il est aussi introductif, mais du coup, ça peut vraiment nous laisser sur notre faim. Donc moi je vous dirais, allez jusqu'au bout, parce que vraiment sur les 20 derniers pourcents, on est là, mais what et tout, ça part dans tous les sens, il nous arrive plein de trucs, la Diem, là, la pauvre, du jour au lendemain, il va lui arriver 12 milliards de choses, et donc tout prend un peu son sens. Mais voilà, pendant les premiers 80%, on est un peu genre, bon, bah Diem, s'agirait quand même qu'il se passe quelque chose dans ta vie, quoi. Donc voilà, c'est un bon premier tome. Après, ça parle de royaume, ça parle de rébellion. Il y a une espèce de triangle amoureux que moi je trouve tout bidon, mais bon, peu importe. Ça parle justement aussi un peu d'une quête de soi, de comprendre d'où on vient et tout. C'est un monde finalement où tout ce qui est sans mêler, donc c'est-à-dire des descendants et des humains, ils sont traqués, assassinés et tout, donc c'est quand même aussi un monde qui est assez sanglant et assez violent. Voilà, donc notre petite Diem là, qui est une guérisseuse qui va mener sa petite vie autour de tout, enfin dans ce petit monde-là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais du coup j'ai vraiment besoin d'avoir un tome 2 pour me faire un avis plus solide sur cette saga-là, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai à peine scratch la surface de cet univers. Mais je sais pas si c'était très clair du coup cet avis parce que c'était un peu fouillis, un peu comme ce bouquin, mais je vous le conseille parce que j'ai passé un super bon moment, que je l'ai lu en 10 secondes et que juste je suis arrivée à la fin, j'ai dit non mais en fait c'est pas au moment
où l'histoire commence que tu peux me terminer le tome 1 en fait, c'est pas possible. Donc ça prouve quand même que le livre a vraiment rempli sa fonction. Excusez-moi, en fait vous me voyez regarder dehors, mais en fait il neige. Donc du coup j'ai un petit moment de « Oh il neige !» Enfin vous voyez, depuis tout à l'heure j'arrête pas de regarder. Donc je me dis, voilà, on est au mois de janvier à Paris et il neige. J'avoue que j'ai vécu au Canada avec 40 cm de neige tous les mois d'hiver et ça me marquait pas tant que ça à la fin. Mais à chaque fois qu'il neige à Paris, je suis là, waouh, truc de fou. Donc écoutez, je vais sortir tout à l'heure, on verra si j'ai le droit de marcher, de crisser comme ça dans le manteau blanc ou pas. À suivre. Après du coup mes lectures 4 étoiles, j'avais envie de passer aux lectures 5 étoiles ou 4,5, 4,75, j'aurais pu mettre du coup un hiver pour te résister dedans parce que c'était quand même un petit peu un 4,5 et quelques. Je vous dirais que j'ai eu du mal à mettre des 5 étoiles pures pendant ce mois de décembre parce que comme je vous expliquais, j'ai passé de bonnes lectures mais j'ai eu du mal à me sentir complètement transportée par mes univers. Et donc du coup, j'ai des 5 étoiles qui pour le coup, j'en suis persuadée sont des 5 étoiles et après j'ai des 5 étoiles un peu romance qui sont entre les deux parce que j'ai passé un super bon moment sur le coup, mais ça va pas non plus me laisser un souvenir impérissable, donc écoutez, voilà, vous l'aviez pas demandé, mais je vous le dis. Du coup, le premier livre dont je voulais vous parler, c'est un livre que j'ai fait en audio, il s'agit du coup de Bodyguard, c'est le tome 5 de Laura S. Weil, c'est Oscar, donc du coup, je vous avais déjà raconté les 4 premiers parce que je les ai lus en novembre. J'étais pas forcément ultra convaincue de lire le 5 jusqu'à ce que les pépites de Gladys disent que c'était une méga pépite et que c'était trop bien et que franchement il fallait absolument lire quand on lisait la saga. Donc du coup, je me suis laissée convaincre et je n'ai pas du tout regretté parce que j'ai trouvé que c'était un super tome. Donc dans la série Bodyguard, on suit du coup plus ou moins une fratrie parce qu'il y en a un des garçons qui est un petit peu on va dire un ajout à la famille, mais il n'est pas un frère à proprement parler. Et donc du coup on suit les histoires d'amour de 4 frères qui sont tous bodyguards et qui ont vraiment un sens de la famille ultra développé et un sens de la protection ultra développé, donc avec ce que ça peut avoir comme effet un peu secondaire plus ou moins positif. Et donc dans chacune des histoires, on avait du coup le bodyguard et sa protégée et un petit peu comment finalement leur histoire d'amour allait se développer. Moi c'est une série que j'ai beaucoup aimée, enfin franchement je trouve que cette année sur les romances, Laura S. Weil aura vraiment pris sa place dans mon cœur et j'ai vraiment très très hâte de découvrir ce qu'elle va nous proposer par la suite parce que entre sa série La romance presque parfaite du Nacro à Noël et Bodyguard, mais je suis conquise. Donc du coup là ce tome 5, comme les pépites de Gladys, je suis obligée de vous dire, il faut vraiment le lire, c'était génial. Enfin franchement je pense que c'était le meilleur tome de la série. À la fin on va suivre du coup l'histoire d'Oscar et de sa femme, et je suis désolée je me souviens plus de son prénom, dans les années 90, donc du coup vraiment le père des garçons, où lui est finalement un bodyguard un petit peu nouveau et va venir protéger une starlette de cinéma qui est un petit peu sur le déclin. Mais on va comprendre pourquoi elle est sur le déclin, pourquoi elle est tout le temps chez elle, pourquoi elle a plus du tout envie de voir qui que ce soit et tout dans le milieu, et ça j'ai trouvé que c'était ultra bien. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire entre ces deux-là, et j'ai beaucoup aimé l'histoire personnelle du coup de sa femme, que j'ai trouvé super intéressante. Et ensuite, il y a toute une partie du livre qui est finalement que des fermetures, finalement, un peu une closure de tous les autres tomes. Donc en fait, on va revoir tous les personnages du coup des 4 premiers tomes, et on va vraiment offrir des fins. Alors oui, c'est un peu cheesy, oui, il y a un côté un peu tout est bien, qui finit bien, machin, nanana, mais j'ai trop aimé, j'ai passé un trop bon moment, ça m'a fait trop plaisir parce que j'ai vraiment eu l'impression de fermer complètement le livre de cette famille-là. Et je pense que sans ce tome-là, c'est pas le cas. Donc vraiment, je suis super contente et je vous conseille vraiment de lire cette saga. Sachez que moi du coup, je l'ai écouté en audio sur Nextory, ils sont tous disponibles, les audios sont trop bien. Donc vraiment, vous avez aucune excuse pour pas vous lancer. Et sachez du coup qu'il y a aussi sa série, la romance presque parfaite du Nacro à Noël, qui est aussi disponible en audio, en intégral pardon, sur Nextory. Et donc je vous conseille vivement. Et non, je ne suis pas du tout sponsorisée par Nextory, mais cette découverte de plateforme audio est une de mes meilleures trouvailles de l'année 2024, donc je ne m'en cache pas pour vous en parler tout le temps. On va continuer dans les romances et je vais vous parler du coup des 3 romances de Noël que j'ai fait au mois de décembre, puisque ça a été 3 plutôt bonnes romances, donc je suis assez contente. La première dont j'avais envie de vous parler, pardon, c'est... Excusez-moi, je suis avec mon petit reading journal, ça me permet de vous raconter les bonnes histoires au bon moment.
C'est Minuit à la charmante librairie de Jenny Colgan. Donc comme je vous l'expliquais, j'avais lu Noël à la charmante librairie où on suit du coup, je crois qu'elle s'appelle Georgia, un truc comme ça. Carmen, aucun rapport. On suit Carmen qui du coup est une jeune femme un peu paumée dans sa vie et qui va venir habiter chez sa sœur à Édimbourg pour aider un vieux monsieur et sa librairie qui est en train de faire faillite. C'était trop mignon. Carmen était assez insupportable et je vous dirais que dans le 2, elle est toujours assez insupportable. C'est vraiment une héroïne qu'on aime et qu'on déteste en même temps. Enfin, c'est assez ambivalent comme sentiment. Mais voilà, assez intéressante quand même parce que justement, je trouve qu'elle a pas mal de facettes et qu'elle est pas toute lisse. C'est pas l'héroïne parfaite qu'on adore et qui est toute mignonne, etc. et tout, de romance comme on a l'habitude de voir. C'est un peu une héroïne voilà, qui a pas confiance en elle, qui du coup ça fait qu'elle a pas mal de réactions qui sont assez puériles, parfois qui manquent de maturité et qui manquent de compassion envers les autres. Mais à la fois elle peut faire preuve d'une énorme générosité, de beaucoup d'amour et tout, donc moi c'est une héroïne que j'ai bien aimé suivre, même si par moments elle m'a vraiment exaspérée. Et donc dans ce tome 2, on va suivre du coup toujours notre héroïne qui travaille à la librairie, mais on est un peu sur une autre dynamique puisque elle doit absolument trouver de l'argent pour aider le vieux monsieur du coup à financer un projet de vie qu'il a depuis très longtemps. Et donc on va être beaucoup plus dans une ambiance commerciale autour de comment elle va sauver la librairie, qu'est-ce qu'elle va mettre en œuvre, etc. Comment la communauté finalement de la rue commerçante va l'aider, comment elle va aussi essayer de ne pas toucher à l'argent facile, par exemple. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. J'ai passé un trop bon moment. C'est un peu, vous savez, c'est un peu le genre de tome où vous vous dites, je peux pas vous dire que l'intrigue était genre incroyable, il s'est passé 1 milliard de trucs et tout, mais c'est comme un petit moment de vie partagée. Donc j'ai passé un très bon moment, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était quand même un 4,5 parce que je trouve que la romance n'était pas assez mise en avant. C'était déjà un petit peu le cas dans Noël à la charmante librairie, mais là j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment très en fond, très en fond, et qu'à la fin, en 5 minutes, tout est réglé. J'étais là, bon, bah ok, super. Et donc ça m'a manqué. Mais je dirais que c'est plutôt un livre qui se passe, qui va plus tourner autour du côté contemporain, moment de vie, moment de partage, amitié, famille et tout, fin de communauté et tout, plutôt que romance. Donc ça, il faut juste le savoir, du coup, quand on veut se plonger dans cette saga-là. Ensuite, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup plu, et franchement, je lui ai mis 4,5, mais j'arrête pas de me dire 4,55, 4,55, parce que vraiment, il était très chouette. Il s'agit du coup de The Holy Dates de Brittany C. Cherry, qui était paru aux éditions Hugo Roman, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors moi, je me le suis fait en audio... non, je l'ai lu. Non, je l'ai lu sur Nextory, du coup, en e-book. Et j'ai passé un trop bon moment. On va suivre du coup dans cette histoire une jeune femme qui s'appelle Holly, qui en fait s'est fait larguer complètement, vraiment de façon absolument tragique et horrible, le jour de son mariage à l'hôtel par son mari, enfin son futur mari, qui a décidé de s'enfuir avec sa meilleure amie qui était donc sa témoin. Donc vraiment genre le truc sordide. Et donc vraiment au moment où il doit prononcer ses vœux, il lui dit bah en fait non je ne peux pas, il regarde sa témoin et elle dit non ne fais pas ça, et finalement il s'enfuit. Vraiment le truc, enfin j'étais là mais what, enfin qui fait ça en fait. Et donc voilà, donc Holly elle vit ça, et donc pendant toute l'année elle se dit non mais je vais pas me laisser abattre, c'est pas ça qui va m'arrêter et tout, mais en même temps j'ai plus du tout envie de croire en l'amour. Et en même temps, elle se fait tellement tanner finalement par sa famille qui arrête pas de lui dire non mais il faut que tu remontes en selle, ça peut pas être ta dernière histoire et tout, parce que je pense qu'ils ont tellement été traumatisés par l'événement qu'ils veulent absolument que Holly soit à nouveau heureuse. Je pense que c'est important pour eux, pour avoir l'impression du coup que Holly n'a pas été complètement dévastée par ce qui s'est passé. Et donc elle en a marre et elle se dit bon bah ok, je vais venir avec quelqu'un en fait, donc c'est pas la peine de désespérer. Ça m'a fait beaucoup penser du coup à la série scandinave là, je vous remettrai une photo où c'est pareil, elle en a trop marre que tout le monde pense que c'est une grosse désespérée qui aura jamais de mec, et elle dit à sa famille pareil, je vais venir avec un mec, alors qu'en fait elle en a pas. Ça m'a fait un peu penser à ça, c'était assez rigolo. Et donc Holly, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se mettre sur une appli de rencontre et elle va enchaîner les dates jusqu'à ce qu'elle se trouve quelqu'un à ramener dans sa famille.
Sauf qu'elle va décider de le faire dans un nouveau resto qui vient d'ouvrir à côté de chez elle et qui est donc tenu par Kai. Et lui, tout ce qui est love story, ça ne l'intéresse absolument pas. Et donc il voudrait bien que Holly arrête de faire ça chez lui en fait, parce que ça le saoule de voir ça devant ses yeux. Et de voir aussi cette nana qui ne prend sur les applis de rencontre que des gros nazes. Et donc au bout d'un moment, il va venir lui donner un peu des conseils pour l'aider à choisir finalement les bons profils pour qu'elle passe un bon moment. Et c'était trop cool parce qu'il y a un côté un peu... une très très forte amitié, une très jolie amitié déjà qui va se fonder entre Holly et Kai qui commençait assez mal. Puisqu'en fait les deux vivent dans le même immeuble, l'un en face de l'autre si je me trompe pas. Et donc vraiment c'était très doux, c'était très mignon. J'ai beaucoup aimé les relations familiales dans cette histoire parce que je les ai trouvées assez complexes mais assez vraies et ça j'ai trouvé ça très mignon. J'ai beaucoup aimé le personnage de Kai que j'ai trouvé, et Holly d'ailleurs, parce que tous les deux quand même ont été assez meurtris par leurs expériences passées. Et du coup, ça explique beaucoup finalement des réactions qu'ils ont, des attentes qu'ils ont, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette. J'ai pas été over convaincue par le plot, enfin le twist des 80% là. Et c'est peut-être pour ça du coup que j'hésite sur la demi-étoile, parce que j'étais un peu genre... Ouais... Je trouve qu'on n'y croit pas trop en fait. Mais voilà, mais c'est une super romance de Noël, c'est une très jolie romance. J'aime beaucoup les thèmes qui ont été abordés et je vous la conseille vivement. Et je vous dirais même si vous avez envie de la lire là pour ce début d'année, je pense qu'elle ira très bien parce que certes il y a du Noël dedans, mais ça prend pas non plus je trouve toute la place et donc vraiment vous pourriez quand même passer un très très bon moment ce début d'année, donc n'hésitez pas. La dernière romance dont j'avais envie de vous parler, c'est Un Noël presque parfait de Cherry Chic qui est donc paru aux éditions Comet, qui est une romance qui m'a énormément touchée. Je lui ai mis 5 étoiles parce qu'encore une fois, je me rends vraiment compte avec ce type de livre que je suis très touchée par les romances où il y a de belles relations familiales, enfin que c'est vraiment quelque chose qui est abordé, c'est quelque chose dont on parle, et moi je pense que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et donc dans cette histoire-là, on suit Olivia et Noah, qui sont deux anciens meilleurs amis qui ne se parlent plus, et enfin même pas ils se parlent plus, ils se détestent au point qu'en fait à chaque fois qu'ils se parlent, ils sont en deux doigts de s'insulter. Mais le petit problème c'est que Olivia et Noah travaillent tous les deux dans le même hôtel. Donc Olivia elle était à la réception, et Noah est en fait le petit-fils des grands-parents, enfin des personnes qui détiennent l'hôtel. Et donc lui, il va être amené à devenir le directeur de l'hôtel. Les grands-parents de Noah en ont un petit peu marre de l'ambiance que Olivia et Noah ont mis en place, mais aussi que d'autres personnes commencent un petit peu à avoir, et donc ont décidé de créer un calendrier de l'Avent où chaque jour ils auront une activité à faire. Donc soit en groupe, soit certains d'entre eux, etc. et tout. Et c'était trop bien. Enfin vraiment c'était génial. Le côté calendrier de l'Avent, ça rythme un peu l'histoire. Mais ce qui était très beau surtout, c'était la relation de Noah avec ses grands-parents, c'était la relation d'Olivia avec sa famille. Même si Olivia, j'ai trouvé quand même au début que c'était un personnage qui était un peu trop caricatural parce qu'elle était trop genre dans le je déteste Noël, Noël c'est de la merde, tout le monde sont des cons. Enfin vraiment j'étais un peu là, bon ok chérie on a compris ton truc là, mais genre t'es quand même en train de travailler dans un hôtel à l'accueil, donc normalement t'es quand même censé t'habiller d'un sourire et parler gentiment aux clients, ça me semble juste être la base. Et ça j'ai trouvé que c'était un peu dommage parce que c'était presque, j'étais presque pour moi une insulte un peu aux grands-parents de Noah qui ont toujours été là pour elle et tout. Et ça, je trouvais ça un peu dommage parce que je me disais, bah mince, au contraire, tu les respectes, tu les aimes énormément, mais tu fais mal ton travail en fait. Et ça, j'ai pas trouvé que c'était pour moi une belle preuve d'amour envers eux, donc c'est un truc au début qui m'a un peu agacée. Mais je trouve que ça s'estompe après par la suite et que donc on peut vraiment se mettre dans leur histoire d'amour à tous les deux et comprendre un peu pourquoi ils se sont séparés finalement en tant qu'amitié et pourquoi là ils arrivent à se retrouver. Et j'ai trouvé que c'était très beau, c'est une histoire qui m'a tiré les larmes une ou deux fois quand même. Et j'ai bien aimé le fait que on n'est pas sur des énormes dramas, on n'est pas sur des choses très genre oh comme par hasard il se passe ça à Noël et tout machin. Non, en fait on est vraiment sur deux amis qui ont vécu des moments difficiles, il y a eu des quiproquos, il y a eu des moments de non-dits, il y a eu des choses qui auraient dû se dire et en fait c'est pas arrivé.
Et donc tout simplement les choses se brisent parfois et puis ça prend du temps pour qu'elles puissent se reconstruire et s'épanouir à nouveau. Donc vraiment c'était très chouette, moi je vous le conseille vivement. Là pour le coup il y a une énorme ambiance Noël, donc peut-être pour l'année prochaine, mais si voilà, vous êtes un peu nostalgique de Noël ces temps-ci parce que ça vous manque un petit peu cette ambiance chouette, joyeuse, etc. mais avec des bons sentiments et quelque chose qui réchauffe le cœur, et ben moi je vous conseille du coup un Noël presque parfait. Bon là les gars, on va parler des livres qui ont reçu le coup de cœur de l'année. Il y en a un, j'ai mis 5 étoiles, mais franchement j'oscille. Je pense que je veux pas mettre coup de cœur parce que je l'assume pas, mais on s'en parle. Du coup, le premier, c'est évidemment Les 4 Sœurs March de Louisa May Alcott. Donc là, il s'appelle Les 4 Sœurs March, mais nous on le connaît sous Les 4 filles du Docteur March. Je sais pas pourquoi il change de titre toutes les 5 minutes, parce qu'en vrai, en anglais, il s'appelle Little Woman, donc juste aucun rapport. Mais bon, si en France on pouvait s'accorder déjà pour tous qu'il ait le même nom, ça serait cool. Et là, c'est aux éditions Hauteville, dans une édition qui m'avait été offerte par mon mari, qui est magnifique, et qui comprend quelques illustrations aussi à l'intérieur. Comme celle-ci, vous voyez, c'est un peu des illustrations des anciennes gravures de l'époque, je pense de la première édition. Et vraiment magnifique ce livre, j'ai adoré. Je vous en parle beaucoup du coup dans mon vlog, donc je vais essayer d'être un peu rapide et que ça dure pas des heures. Mais concrètement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai trouvé... Donc moi je l'avais jamais lu en entier, j'avais lu que des versions, vous savez, pour enfants, qui sont un peu édulcorées, on va dire, et très rapides. Et j'avais beaucoup vu d'adaptations. Sachez du coup, comme je le disais dans mon vlog, l'adaptation de la BBC, du coup, je crois que c'est ça, un BBC, avec Maya Hawke dedans, c'est vraiment l'adaptation qui est la plus fidèle que j'ai pu voir, maintenant que j'ai lu le livre. Et j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un livre, une fois qu'on le lit, on voit plus l'histoire des 4 filles du Docteur March de la même façon, parce que je trouve que ce qu'on nous donne dans les films souvent, ou ce qu'on nous donne dans des adaptations un petit peu enfants et tout, c'est vraiment que le côté mignon de ce livre-là. Mais par contre, on passe un peu à côté de tous les défauts qu'ont nos personnages et qui font que les personnages sont intéressants parce que justement, ils sont à plusieurs facettes, ils ont plusieurs niveaux de lecture, etc. Ils ont pas que ce côté lisse des petites filles parfaites qu'on peut avoir l'impression quand on regarde par exemple le film avec Winona Ryder dans les années 90. Donc franchement, je vous conseille vivement, si vous aimez cette histoire, de lire ce classique, parce que certes c'est un pavé. Alors pareil, moi je l'ai pris en audio sur Audible, que j'ai trouvé très bien. J'ai trouvé qu'elle aurait pu un petit peu atténuer un peu les voix, parce que par moments je savais plus qui parlait. Alors c'est vrai que je connais l'histoire par cœur, donc j'étais là, ah oui ça c'est Joe, ça c'est Bess, machin. Mais parfois j'étais un petit peu perdue moi-même. Mais vraiment, c'est très beau. J'ai trouvé que on allait beaucoup plus en profondeur sur ce qui faisait chacune des filles, et notamment aussi Bess, qui est souvent très effacée dans les adaptations. Là, je trouve qu'elle a vraiment sa place. Elle a vraiment... On comprend finalement comment elle va influer, par exemple, sur la vie de Joe. C'est vraiment très beau. Certes, c'est plein de bons sentiments. Certes, il y a un côté très prêcheur, puisqu'on est quand même en guerre de sécession, aux États-Unis, dans une famille où le père est quand même, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, il est il est en gros, il est religieux, il fait partie de l'armée. Donc évidemment, on a ce côté, la mère des filles, elle a toujours des super trucs à vous enseigner sur des leçons de vie et tout. Mais ça me choque pas, c'est quelque chose que je trouve qu'on retrouve beaucoup dans les romans de cette époque-là, et moi ça m'a pas du tout gênée dans ma lecture parce que voilà, j'ai replacé le roman dans son contexte. Et vraiment, c'était vraiment un coup de cœur, mais c'était un coup de cœur mais tellement émotionnel, c'est-à-dire que ça m'a fait les aimer encore plus, ces personnages-là, parce que je trouvais que à la fois on avait tous leurs bons côtés qu'on connaît, mais à la fois on nous montrait aussi tous leurs mauvais côtés, et ça venait juste faire que le personnage était tellement plus profond, tellement plus solide et tellement plus attachant en fait que sa version un petit peu lisse et facile qu'on a dans les adaptations. Donc écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais déblatérer dessus. Je vous ai pas raconté l'histoire, franchement je vous ferai pas cet affront, mais si vous avez toujours hésité parce que c'est une pavasse, n'hésitez plus, c'est génial, c'est vraiment un très bon moment. Et pour le coup, je trouve que sur la période des fêtes, ou là, sur cette période de début d'année un peu hivernale, etc., trop le bon moment pour lire ce roman. Ensuite, j'ai lu un livre, comme je vous disais, que j'ai mis 5 étoiles. Mais en vrai, ça aurait vraiment pu être un coup de cœur. Et franchement, je me l'explique pas. Donc c'est Un royaume si cruel et merveilleux, le royaume des mensonges, le tome 1, de Stasia Stark, qui est paru aux éditions Corrigan. Donc dans une édition qui est
juste... Il faut que je vous montre en fait le livre en dessous. C'est la première fois que j'ai envie d'enlever la jaquette pour avoir le livre en dessous dans ma bibliothèque. Alors attendez, je vous montre tout, hein, autant faire ça bien. Hein. C'est vraiment magnifique, enfin vraiment magnifique le livre. Et j'ai passé un mais tellement bon moment de lecture. Je crois que j'avais besoin de ça en fait. J'avais besoin d'un livre comme ça. C'est-à-dire que j'avais besoin d'une romantaisie qui allait aller vite, qui allait être simple, qui allait pas être prise de tête, qui allait aborder plein de trucs que j'aime. Et juste, j'arriverai à la fin en me disant « mais je veux la suite !» Et donc, c'est tout ce qui s'est passé dans ce roman-là. Et par moments, je me dis, je sais pas si le plaisir de lecture seul ne devrait pas suffire en fait à donner une note coup de cœur à un roman. Alors certes, il y a toujours le côté, il faut que ça soit travaillé, le world building doit être solide, les personnages cohérents, etc. et tout. Et c'est vrai que parfois, il y a des livres dans lesquels on s'investit tellement qu'on veut que ces éléments-là prennent leur ampleur et leur importance. Mais parfois, juste on lit un livre, c'était trop bien, et on arrive à la fin, on se dit ah, j'ai kiffé en fait, j'ai passé un trop bon moment, c'était un coup de cœur, j'ai trop hâte de lire la suite, je suis trop contente. Et je vous dirais que depuis que j'ai arrêté de lire ce livre, j'arrête pas d'y penser quoi, j'arrête pas de me dire mais quand est-ce que sort la suite quoi. Donc je crois que ça sort en plus ce mois-ci ou le mois prochain, donc j'ai trop hâte. Mais de quoi ça parle du coup ça parle donc de Prisca. Donc on est dans un monde où finalement c'est assez particulier. On est tous en tant qu'êtres qui vivent dans ce monde-là, on a tous un don. Mais il y a une cérémonie quand on est très jeune qui fait qu'on redonne ce don aux dieux pour qu'ils protègent le royaume des Fae, qui sont donc des créatures contre lesquelles le royaume a été en guerre il y a des centaines d'années, et qui apparemment tiennent toujours une énorme rancœur envers le royaume, et donc il y en a besoin des dieux pour qu'ils nous protègent donc de ces Fae méchants et sanguinaires. Et si vous voulez, quand on a 25 ans, je crois que c'est ça, il y a une autre cérémonie où on vous donne on vous redonne une infime partie de votre don. Donc c'est déjà un peu chelou, hein. On vous prend votre don, on vous rend votre don, très bizarre. Et finalement, ce qui va se passer, c'est qu'il s'avère que parfois, quand on veut rendre le don, les envoyés du royaume se rendent compte que la personne n'avait pas vraiment donné tous ses pouvoirs à la naissance. En même temps, t'étais un bébé, donc j'ai envie de dire, t'es pas vraiment responsable. Et donc, on te fait brûler vif sur un bûcher, toi, et on assassine toute ta famille. Voilà. Donc, quand même, bonne ambiance dans ce royaume, quoi. Mais ce qu'on comprend du coup, c'est que vraiment, on ne voue sa vie qu'à donner son don du coup au dieu, et quand on récupère notre don dans son infime partie, donc vraiment un tout petit peu de pouvoir, bah c'est pour faire bien fonctionner la société, etc. C'est vraiment pas, on vous le rend pas du coup en mode générosité, ça serait sympa que t'aies un don, c'est vraiment chacun a son utilité et tout dans la société. Donc si vous voulez, au début j'étais là, mais c'est quoi ce truc chelou quoi. Et au final, c'était tellement bien, parce qu'on va suivre du coup Prisca, qui bien évidemment a gardé son don, et se passe toute sa vie en fait, jusqu'à ses 25 ans à se dire mais je dois me cacher, je dois pas montrer mon don, etc. Et donc sa famille est au courant, etc. Et savent très bien qu'à un moment donné ils vont devoir s'enfuir, justement pour préserver la vie de Prisca. Et elle va se retrouver finalement dans une situation où elle va être obligée d'utiliser son don par compassion, par générosité, mais on va quand même la dénoncer, et donc elle va devoir s'enfuir. Et là, si vous voulez, le roman, il est divisé en deux. Il y a toute une partie où Prisca s'enfuit, elle est dans la forêt, elle va tomber sur des mercenaires, dont un mercenaire qui va lui faire péter un câble et qui est très très beau. Je vous laisse deviner la suite. Et à un moment donné, elle arrête du coup là, son petit trip à la Blanche-Neige et les 7 nains, là, parce que ça fait vraiment ça par moment je trouve avec elle et ses 5 mercenaires. Là. Et elle va retrouver du coup une personne importante pour elle, et là va arriver une autre histoire. En fait, elle va rentrer dans des intrigues de cour, dans une quête beaucoup plus personnelle en fait. Elle va comprendre un petit peu ce que le royaume essaye de leur cacher, puisque ça s'appelle quand même le royaume des mensonges, donc je vous laisse imaginer qu'on leur a pas dit un peu tout ce qui se cache derrière toutes ces histoires de je te prends ton don, je te reprends ton don, blablabla. Et vraiment c'était trop bien. Enfin vraiment genre, à la fois la première partie où elle est dans la forêt, elle fuit machin et tout, j'étais là mais trop bien. Et la deuxième partie où elle est dans les enquêtes de cour et tout, ce qui est d'habitude pas trop ma came, hein. Moi, dès qu'on commence à se retrouver un peu en mode huis clos, dans un château, machin, nanana, ça a vite tendance à me saouler.
bah là j'ai kiffé, enfin franchement j'ai kiffé. Donc il y a vraiment un gros thème aussi autour de la rébellion, un gros thème autour justement comme je vous disais des mensonges, de mais qu'est-ce qui est vrai, finalement qu'est-ce qu'on peut croire, etc. et tout. Et ça aussi ça pimente vachement le récit, parce que on sait jamais sur quel pied danser, sachant que c'est un multi-POV, donc il y a deux points de vue, il y a le point de vue de Priska et il y a le point de vue de Lauriane, qui est donc un des mercenaires qu'elle va rencontrer. Et lui c'est pareil. Il dit des choses, mais on sent qu'il cache des trucs. Enfin, c'est vraiment... ça s'appelle le royaume des mensonges, mais ça porte tellement bien son nom. Enfin, c'est vraiment autour comme ça, des faux semblants, des secrets, des choses cachées, dissimulées et tout. Et la fin, j'étais là, mais en fait... Mais franchement, j'étais à deux doigts de le lire en anglais, tellement j'étais genre, mais en fait, c'est trop bien. Donc voilà, je vous conseille, si vous voulez une bonne romantasy. Alors, c'est pas tellement young adult, hein, parce qu'il y a quand même du smut. Et d'ailleurs, le smut, il est... Enfin, moi je le trouve juste et ça je suis quand même obligée de le dire, il est micro-limite. Parce que j'ai trouvé quand même que par moment le petit Lauriane, la notion de consentement était pas hyper clair. Donc franchement j'étais un peu genre bon... surtout au début, après ça se calme, mais au début j'étais un peu genre... C'est souvent genre je la prends et je la plaque contre le mur, bon on était là genre ok mais bon un peu de douceur dans ce monde de brut quand même, ça serait sympa. Donc voilà, donc hormis ça, je trouve que voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est une bonne romantasy, c'est pas ultra original dans ses thèmes mais c'est hyper bien fait. Pour autant, c'est pas à mettre dans toutes les mains parce qu'il y a du smut et que c'est du smut explicite et qu'en plus de ça, c'est un peu... voilà, c'est un smut un peu spécial, donc attention à ça. Mais trop hâte de lire la suite et vous verrez tous les tomes de Corrigan passer chez moi, mais c'est sûr de sûr. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que, vous voyez, le livre, il s'appelle quand même Un royaume si cruel et merveilleux. On est quand même genre un palais d'épines et de voilà, enfin, je sais plus comment il s'appelle, à Cotard, quoi. Et donc, si vous voyez, quand vous voyez les livres comme ça maintenant, enfin, je sais pas si ça vous fait ça, vous me direz en commentaire, ça m'intéresse. Mais moi, quand je vois des titres comme ça maintenant, je suis un peu genre, allez, encore un semi à Cotard, là, pas bien réussi, vas-y, ça me saoule. Et en fait, c'est dommage parce que je me dis si j'étais restée sur cette a priori un peu bête, bah, j'aurais pas découvert cette histoire et j'aurais pas passé un aussi bon moment. Donc ça m'a donné envie de me plonger beaucoup plus dans les quatrièmes de couverture, de pas m'arrêter sur une couverture, sur un titre, et de me dire écoute, va un peu plus loin parce que bah, tu peux peut-être passer à côté de pépites. Donc à bon entendeur. Et je finis cette vidéo du coup avec le méga coup de cœur du mois de décembre. Il s'agit bien évidemment de Deux couronnes corrompues de Rachel Gillig qui est paru aux éditions Sabran. Qu'on avait déjà parlé de cette édition qui est superbe. Que dire de cette édition quoi. Hormis bah merci pour ça. Je sais pas s'il y a quelque chose sur la quatrième, non il y a rien. C'était génial, c'est-à-dire que du coup c'est un deuxième tome, hein. C'est le tome qui met fin du coup à la duologie qui s'appelle Une fenêtre sur les ténèbres, où on suivait finalement une jeune femme qui s'appelle Elspeth, avec son nom accouché dehors là, qui vit dans un monde où il y a une brume qui s'est abattue sur le royaume un peu en conséquence des mauvais agissements d'un roi, d'un vieux roi dans l'ancien temps. Et en fait, cette brume infecte les gens. Donc, c'est-à-dire quand on la touche, on devient infecté d'une sorte de magie, mais qui nous dégénère. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette magie nous tue à petit feu. Donc, soit on devient fou, soit on meurt, soit on devient sanguinaire. Enfin, ça peut être... voilà, on ne sait pas en fait quelle est la dégénérescence que l'on va avoir, soit on disparaît. Enfin, c'est un peu spécial. Et donc le roi actuel a décidé de traquer tous les infectés et de les assassiner. Pourquoi? J'avoue que je ne sais pas. Il y a un peu un côté genre oui, ça serait dommage qu'il y ait des gens infectés dans notre royaume et tout. Enfin, il y a un côté un peu pestiféré qui est pas ultra clair parce que bon, on voit que le roi il a quand même aussi son petit agenda personnel. Et donc si vous voulez, dans ce premier tome, on va suivre Elspeth qui a été infectée et qui a une forme de dégénérescence assez particulière. En fait, elle a un démon dans sa tête qui lui parle. Comme ça, on se dit, mais c'est horrible en fait. Mais si vous voulez, le démon, il est tellement drôle, il est tellement bien, que limite, on a tous envie d'avoir un démon comme ça. Bon, au fur et à mesure de l'histoire, plus tellement, mais vous verrez. Et donc, dans ce premier tome, elle va devoir du coup, évidemment, se cacher, masquer qu'elle a ce dégénérescence-là, parce que sinon, bah, forcément, elle va se faire arrêter et assassiner. Jusqu'au jour où elle va devoir faire alliance avec Ravin, qui n'est autre que le capitaine de la garde du roi, qui a pour but de traquer les infectés.
Petit enemies to lover. Mais vous verrez, l'histoire prend très vite un thème autour de la famille des autres, en fait, de ce côté un peu... de ce côté, genre, quand on aime quelqu'un profondément, c'est très très dur finalement d'accepter des lois qui nous paraissent injustes. Donc il y a vraiment ce thème-là qui est dedans. Et ça n'a rien à voir avec nos deux... Enfin, c'est pas du tout... Je parle pas du tout de l'amour entre nos deux protagonistes. Et j'ai trouvé ça très beau. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Du coup, qu'est-ce qui fait que Ravin, en fait, va commencer à mener une quête désespérée pour trouver les cartes, puisque du coup... Dans cette histoire aussi, il y a une histoire de cartes de tarot, parce que quand on aura réuni toutes les cartes du tarot, la brume va se lever. Donc Ravin et Elspeth vont partir dans cette quête-là, et c'est vraiment magnifique. Ce tome 2 était génialissime. J'ai trouvé qu'il y avait des personnages secondaires qui reprenaient une place beaucoup plus centrale, et ça ramenait une autre espèce de romance. C'était quand même très chouette. C'est une vraie romantasy, sachez-le, mais... c'est une vraie romantasy, c'est pas une romance avec un micro-fond de fantasy. Moi j'ai trouvé, et là vraiment je suis pas d'accord avec les gens qui disent que c'est pas le cas, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse partie romance, mais il y a vraiment un univers très beau, très envoûtant qui a été créé par l'autrice, et donc si vous aimez les deux, pour moi vous serez satisfait, parce que vraiment il y a les deux. Même si la romance est très importante, c'est ce qu'on recherche dans une romantasy, il y a vraiment un univers qui est tellement beau, mais tellement bien écrit, tellement visuel, tellement sensoriel. Franchement, cette duologie, ça a été un de mes coups de cœur 2024. J'ai adoré, j'ai vraiment passé un moment d'exception. Et donc, je vous la conseille vivement. Sachez qu'en plus, Rachel Gillig va sortir un nouveau livre, donc une nouvelle saga, qui va paraître en mars en anglais, qui s'appelle The Night and the Moth, je crois. Je vous remettrai la photo au cas où je me sois trompée, qui a l'air aussi incroyable. Et j'espère qu'elle sera très très vite du coup traduite par les éditions Sabran, parce qu'on peut pas passer une année de plus sans lire un Rachel Gillig. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Et voilà pour mes lectures du mois de décembre. Comme vous aurez pu le constater, enfin j'espère, j'ai décidé du coup ce mois de janvier de passer à 2 vidéos par semaine, parce qu'il y avait pas mal de vidéos que j'avais envie de vous faire. Et donc du coup j'avais envie de toutes les faire au mois de janvier, parce que ça me semblait être le bon moment. Donc c'est pour ça que vous aurez vu du coup cette semaine que j'ai déjà publié une vidéo mercredi sur les sorties de janvier qui me font envie, et comme vous l'aurez vu, il y en a beaucoup. Là du coup on parle bilan du mois de décembre, et il y a pas mal du coup d'autres vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines. Je suis pas sûre que je garderai ce rythme là sur toute l'année, parce que c'est quand même assez intense, mais voilà, je me dis que pendant tous ces moments où j'ai envie de vous parler plus, de vous raconter plus de choses sur les lectures que je suis en train de faire ou celles qui me font envie, et bah je vais m'octroyer du coup le droit de vous publier plusieurs fois par semaine. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous avez passé un bon mois de lecture au mois de décembre. Moi je suis hyper excitée de mon mois de janvier, parce que la première lecture que je viens de faire était juste trop bien, j'ai trop hâte de vous en parler. En attendant, je vous souhaite de passer de merveilleuses lectures, je vous dis du coup à la prochaine, et sur ce, bye bye.